y répondre. Lotfi, c'est à toi, s'il te plaît. Merci. Oui, bonjour. Donc, je me présente, Lutfi Kachou, de la société MCC. Nous sommes, la société MCC est spécialisée dans les contrôles en milieu ultra propre, c'est-à-dire en milieu, en milieu hospitalier, laboratoire, tout ce qui touche à la salle blanche, au flux laminaire, au poste de sécurité microbiologique. Je vais vous présenter d'abord les contrôles, comment on procède au contrôle, et puis les normes en application. Et j'attends vos questions à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de traiter les questions parce que souvent, il y a des choses qui doivent être clarifiées au fur et à mesure de l'intervention. Alors, notre société, donc, comme je disais, est spécialisée dans les contrôles en milieu ultra propre, salle blanche, blocs opératoires. Il y a beaucoup de normes, enfin les normes les plus d'application les plus en cours aujourd'hui. Pour les blocs opératoires, il y en a une qui est la 90-351, on va en parler plus tard. Pour les salles blanches, c'est la 14-644. Et pour les flux laminaires, c'est la 1200-681, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, on va commencer par évoquer le sujet des contrôles. Les contrôles, là où on intervient le plus, c'est dans le secteur du laboratoire, les services de virologie, bactériaux, chimie et biochimie, et la médecine nucléaire. Je parle de ça séparément parce que le matériel utilisé et les techniques mises en place dans chacun des secteurs peut être différent, bien que ressemblant. Mais à chaque fois, le matériel, que ce soit des postes de sécurité microbiologique, cytostatiques, etc., ne sont pas les mêmes. Il y a des différences. Il faut savoir choisir le matériel. Nous sommes souvent amenés à expliquer ou à participer au cahier des charges pour mettre en place les conditions d'équipement, d'achat d'équipement. Alors, bien sûr, il y a dans un premier temps la protection du manipulateur dans les services à risque. Et puis, il y a d'un autre côté la protection de la manipulation dans les services qui sont, par exemple, en pharmacie. Tout ce qui est produits intraveineux, les produits effervescents aussi sont importants, la stérilisation. Les produits effervescents sont importants parce qu'il y a des problèmes souvent de métrologie et d'hygrométrie. Il y a eu dans le passé des soucis, bien que ce soit des formes sèches, il y a eu des problèmes à certains moments sur la qualité de l'air et de l'humidité ambiante qui ont fait que les sachets d'effervescents ont effervescé dans le sachet. Les sachets peuvent gonfler si l'hygrométrie n'est pas maîtrisée au départ dans la salle blanche. Donc pour cela, il y a plusieurs procédés, bien sûr. Il y a les flux laminaires, il y en a plusieurs types de flux laminaires. On parle du flux vertical. Le flux vertical, c'est un flux généralement descendant, de haut en bas. Le flux vertical à écoulement total, c'est comme vous le voyez sur la première photo en haut, ça peut être une cabine de pesée ou un espace, un volume pour protéger la manipulation. Généralement, les flux verticaux à écoulement total et les verticaux en surpression sont destinés à protéger la manipulation.
Le flux vertical à recyclage total, c'est quand toute la partie tout le flux est repris et recyclé pour gagner souvent en température ou en calories. Et le flux vertical à recyclage partiel, c'est-à-dire qu'il y a 2/3 du volume d'air qui sont recyclés, 1/3 qui est extrait, et le tiers extrait, on le récupère généralement sur l'ouverture frontale pour créer un rideau d'air entre manipulateur et manipulation. Celui-là, c'est l'ancêtre qui a donné naissance aussi au PSM, au poste de sécurité microbiologique. Donc le poste de sécurité microbiologique est généralement et souvent un flux vertical à recyclage partiel. Et puis le flux horizontal, pour le flux vertical à recyclage partiel, c'est destiné à la double protection manipulateur-manipulation. Le flux horizontal, généralement, c'est un flux assez ergonomique qui est destiné à protéger uniquement la manipulation. Le manipulateur n'étant pas protégé, il ne doit pas y avoir de manipulation à risque sous ce genre de flux, dans ces enceintes-là. Alors, sur les postes de sécurité microbiologique, il y a 3 types, type 1, type 2, type 3. Le type 1, ça disparaît pratiquement aujourd'hui de la circulation. Il était destiné à la manipulation des BK, du bacille de Koch. Alors, c'était pour la protection uniquement exclusive du manipulateur. La manipulation n'était pas protégée, donc il n'y avait pas besoin de protéger la manipulation. Vous le voyez sur la photo, la première photo à droite en haut, c'est un flux, c'est aspirant, c'est une enceinte aspirante qui rejette vers l'extérieur après filtration. Le type 2, c'est un type, donc comme on disait, il y a 2/3 du volume d'air qui sont recyclés. Vous le voyez sur la photo à droite en bas. Les 2/3 du volume d'air sont recyclés. 1/3 est extrait par la cheminée en haut. Et ce tiers qu'on extrait, on le récupère, comme on disait tout à l'heure, à l'ouverture principale, à l'ouverture où passent les avant-bras du manipulateur pour créer le rideau d'air, ce qu'on appelle la veine de garde aussi, entre manipulateur et manipulation. Ce genre de flux donc de PSM, c'est ce qui a donné c'est ce qu'on appelle le PSM. Le poste de sécurité microbiologique, il est destiné généralement aux manipulations à risque. Et puis il y a le type 3. Le type 3, ce sont des enceintes qui sont complètement fermées. On passe les bras par des opercules avec des gants. Donc il n'y a aucun contact entre le manipulateur et la manipulation. Ceux-là sont destinés aux manipulations à très haut risque, c'est-à-dire en médecine nucléaire, ce sont des enceintes blindées. Et la photo que vous voyez en bas à gauche, elle a été conçue. Il y a 4 rondes de gants. On ne les voit pas très bien dans la photo. Il y a 4 rondes de gants avec des gants dedans. Et elle a été conçue dernièrement, en janvier. Elle a été installée en janvier-février, pour la manipulation de l'Ebola, quand le problème était à son apogée. Donc, c'est une enceinte, généralement, je reviens sur cette enceinte-là, qui est destinée non seulement à l'Ebola, mais à toute manipulation à très haut risque. On va y revenir un peu plus tard. Et finalement, on a l'enceinte, le poste à sécurité cytostatique, qui est destiné aux manipulations de chimiothérapie, aux préparations de chimiothérapie. Celui-là de poste, il est équipé d'une batterie de filtres sous le plan de travail. Sur la photo, vous voyez les filtres, ce sont des filtres H14, mais sur d'autres modèles, ces filtres-là peuvent être remplacés par des filtres à charbon actif. Pour retenir le charbon actif qui puisse retenir les émanations toxiques
sur les préparations de chimiothérapie. Ce genre d'enceinte est généralement destiné aux pharmacies ou à la pharmacie centrale. Alors, les pharmacies sont aussi, quand ils font de gros volumes, elles sont équipées de ce qu'on appelle isolateurs. Il y a deux types d'isolateurs, des isolateurs en surpression et des isolateurs en pression négative, en dépression. Les isolateurs en pression positive, comme vous le voyez sur la photo d'en bas, on voit bien les gants gonflés vers l'extérieur pour la protection exclusive, enfin pour la bonne protection de la manipulation. Rien ne doit rentrer dans cette bulle. Quant à la photo du haut, c'est une enceinte blindée pour la manipulation en médecine nucléaire de produits radioactifs. On fait une revue générale de tout ce qui se fait en enceinte, etc. On passe ensuite aux enceintes chimiques. Donc les enceintes chimiques, elles sont équipées ou pas de filtres à charbon actif. Les Sorbonnes, ce qu'on appelle Sorbonne, ne le sont pas. Ce sont des enceintes à rejet total reliées à une gaine d'extraction. On rejette sans filtration. Elles sont destinées à la manipulation de très gros volumes d'acide ou de solvant qu'on ne peut pas retenir par du charbon ou qui sont trop importants et qui saturent les filtres à charbon très vite. Donc on rejette en fait dans l'atmosphère. Ce type d'enceinte est de moins en moins utilisé, bien qu'il y en a encore pas mal. Mais elles peuvent être remplacées soit par des enceintes à filtre, avec des filtres à charbon actif, comme vous le voyez sur la photo à gauche en bas. Donc on rejette, il y a la possibilité de rejeter dans la pièce l'air qu'on a déjà filtré, capté sur du charbon actif. Celle-là, elle est destinée, quand on rejette dans la pièce, sachant que le charbon actif ne retient pas 100% des émanations, elles sont destinées à la manipulation de faibles quantités, quand même. Pas de très grosses quantités, sinon il faudrait quand même essayer de la relier à une gaine d'extraction pour rejeter à l'extérieur de la pièce, pour qu'il n'y ait pas trop de saturation dans la pièce. On a sur la photo du bas aussi ce qu'on appelle les bras articulés. Donc ils sont destinés à viser, cibler certains des appareils qui émanent, où il peut y avoir des émanations de temps en temps. Donc on les cible et ça rejette, l'air est rejeté à l'extérieur, sans filtration aussi. Alors, on va parler des enceintes, enfin d'une enceinte hors norme, celle qui est destinée à la manipulation de très gros, de produits à très haut risque, comme l'Ebola, la grippe aviaire, qui apparemment revient. Cette enceinte, elle est destinée avec son gros volume, elle est hors norme parce elle a des dimensions. Celle-là, elle est équipée dans la photo, elle est équipée de 3 ronds de gants, mais celle qui a été installée dernièrement, elle est avec 4 ronds de gants, où toutes les manipulations, toute la série de tests sur les prélèvements, la batterie de tests est faite à l'intérieur de l'enceinte, rien ne sort. Même ils ont trouvé une petite centrifugeuse qui rentre dedans. Les pipettes, rien ne sort sans préalablement l'avoir décontaminé dans les sas. Il y a un sas d'entrée, un sas de sortie à gauche et à droite de l'enceinte. Alors la décontamination aujourd'hui se fait principalement sur ce genre d'enceinte avec de l'acide peracétique qui est très hautement utilisé en pharmacie généralement sur les isolateurs principalement. Cette enceinte a été installée au CHU de Bordeaux. Alors,
pour en revenir, donc ça c'était toute la partie laboratoire et la partie stérile, que ce soit stérile ou à risque, manipulation stérile ou manipulation à risque. Et maintenant on revient vers le côté des salles blanches. Les salles, la salle blanche c'est un nom générique qui peut donner lieu à un bloc opératoire ou salle de réveil. Tout ce qui est après, ils sont classés ISO 5, 6, 7 ou 8 en fonction de leur utilisation, que ce soit de l'orthopédie ISO 5 ou soins intensifs ou salle de réveil. Généralement, on est qu'en ISO 8. Donc, selon le classement des salles, des blocs opératoires, ces blocs sont destinés à tel ou tel type d'utilisation. Les chambres stériles en hématologie aussi sont généralement en ISO 5 ou 6 pour les personnes qui récupèrent après une chimiothérapie ou celles qui ont une faible résistance. La pharmacie aussi et les services de stérilisation. En pharmacie, il y a une cascade de salles qui vont selon l'utilisation de l'ISO 5 à l'ISO 8. Les services de sté, il y a avant et après autoclavage. Donc ça, c'est la partie stérile dans les hôpitaux. La partie non stérile, à risque, donc le côté confinement, que ce soit en virologie, bactériaux, la chimie, biologie et la biochimie généralement, il y a des émanations donc très fortes selon l'utilisation des quantités de chimie, ou en anapathe, on utilise encore le formol. En chimie, ils font beaucoup d'évaporation, ils portent à chaud, et des fois des produits chimiques. Donc les équipements doivent être adaptés. Et alors, il faut faire une batterie de tests sur ce genre d'équipement. On fait aussi des prélèvements sur les personnes, donc avec un badge, sur une accumulation sur une journée, par exemple, de travail, pour voir ce qu'ils ont accumulé comme inhalation chimique. Alors tout ça, ça se fait avec soit par plusieurs techniques, donc le comptage particulaire dans l'air et les gaz. Alors les gaz, c'est généralement les gaz neutres, enfin l'air comprimé ou l'azote. L'oxygène, il est beaucoup plus difficile à contrôler in situ. Donc il y a la technique est pratiquement enfin l'appareil est pratiquement le même. La technique elle est différente parce pour contrôler les fluides médicaux, il faudrait équiper le compteur de particules d'un détendeur et faire le test in situ de ce qui passe, parce que généralement entre la citerne qui est à l'extérieur et le robinet qui est à l'intérieur du bloc opératoire, il peut y avoir des impuretés dans le circuit. Il peut y avoir de la condensation, il peut y avoir des huiles. Donc ce genre de test, on peut le compléter après le comptage particulaire, on peut le compléter par d'autres types de tests, des prélèvements d'humidité ou d'huile, de résidus, même des fois d'hydrocarbures. Donc les hydrocarbures peuvent provenir à certains moments du compresseur d'air comprimé. Alors sur la première, donc le premier test qui est le comptage particulaire est très important, il est incontournable celui-là. Après il y a bien sûr l'écoulement de l'air, les vitesses, les débits et les taux de renouvellement. C'est les vitesses qui donneront lieu au débit, au calcul des débits et au calcul du taux de renouvellement. C'est un facteur indispensable pour la qualité de l'air de la pièce et pour maintenir une qualité selon qu'on choisisse l'indice ISO que l'on voudrait. Donc cet indice, il est forcément lié au taux de renouvellement de l'air. Généralement, on renouvelle aussi une partie, 2 tiers, 1 tiers, ou des fois un peu plus, enfin selon les cas,
pour une récupération donc, calorifique, que ce soit des calories chaudes ou enfin pour l'hiver, pour chauffer ou pour refroidir. Donc on fait une récupération thermique, on rejette une partie en général et on en récupère une autre, de l'air nouveau qui rentre dans la pièce. Cet air nouveau, selon qu'il soit plus important en quantité, en débit, que l'air recyclé ou moins important, on passe d'une salle en pression positive à une salle en pression négative. Quand on extrait plus que l'on aspire, donc on est en pression négative. Quand on aspire plus que l'on extrait, on passe en positif. On gonfle la salle un peu pour empêcher la contamination de rentrer de l'extérieur. Dans l'autre cas, pour l'empêcher de sortir en virologie ou dans les services de virobactériaux, dans les P2, P3 ou L2, L3. Alors tout ça c'est complété aussi par un test de fumée. Et il est très important aussi pour voir visuellement ce qui se passe et comment ça se passe sur les parois des enceintes ou quand il y a des turbulences, on détermine si le flux est laminaire ou turbulent. On détermine la quantité de fuite ou de refoulement. Il y a souvent des turbulences dans une salle et voire même dans un petit volume comme celui d'un PSM. Beaucoup plus qu'on ne le pense, il peut y avoir des turbulences et il faut donc en fonction du test de fumée visuel, on sait comment disposer le matériel à l'intérieur du volume. Parce que c'est eux qui peuvent poser problème, indépendamment du filtre. Alors, nous avons après, on passe à la mesure des pressions et des pressions. Il est important de garder donc dans une salle une pression pour la protéger, pour une salle blanche, pour la protéger contre les invasions de l'extérieur, et dans une salle en dépression. Il y a des mesures de pression donc avec des manomètres, et il faut aussi faire attention aux cascades de pression, c'est-à-dire que le vecteur doit passer dans un sens, il ne doit pas y avoir de retour de vecteur, que ce soit par les sas ou par les couloirs, enfin du couloir vers le sas, vers la salle, vers le noyau central, ou inversement. Le vecteur doit être dans un sens et il ne faut pas changer de sens, en gros. L'autre partie, ce sont les tests d'étanchéité des filtres. Donc aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle le polyalpha-oléphine, plus connu sous le nom de Emery, son nom commercial, Emery 3004, qui a remplacé le dioctylphtalate, qui est considéré aujourd'hui comme plus cancérigène, mais qui reste utilisé dans les salles blanches en microélectronique parce que il est moins huileux. Enfin, là, on pense qu'il est plus léger. Je vous montrerai une photo plus tard. Plus léger que l'huile du polyalpha-oléphine, et donc les dépôts d'huile sur le matériel électronique causent souci. Donc c'est un test, le test d'étanchéité. On balance une quantité très importante de produits en amont du filtre, et en aval, par la technique de photométrie de masse, on scanne le filtre, on voit s'il réagit ou pas au produit qu'on lui a balancé en amont. C'est comme cela qu'on détermine que si la qualité de filtration, si elle est à 99, 3 chiffres après la virgule, 925, ou 2 chiffres après la virgule, ce qui nous conduit au classement des filtres en H13, H14, H15 des fois, beaucoup moins utilisés en milieu médical, mais plus en milieu électronique. Donc les filtres et les pré-filtres commencent par les H très bas, et puis celui qui est le plus utilisé, c'est l'H14. H14, c'est l'indice de filtration qui est généralement utilisé un peu partout.
dans les hôpitaux, hôpitaux, dans les salles blanches des hôpitaux et les blocs opératoires. Il est important aussi de mesurer les niveaux sonores parce que c'est des niveaux, souvent il y a des niveaux qui font que les opérateurs de la salle ou les utilisateurs de la salle étaient dans le passé, ça se passe moins maintenant, amenés à arrêter le système, à arrêter le système de centrale de traitement d'air parce que c'était trop bruyant et ça faisait un inconfort insoutenable, on va dire. L'éclairage est important, bien sûr. Bon, tout ça, c'est la batterie de mesures qu'on fait. Le rayonnement ultraviolet sur les germicides. Les germicides d'où la longueur d'onde, elle est de 254 nanomètres. Donc le rayonnement ultraviolet, même si le germicide continue à rayonner, à donner une lumière bleue, ce n'est pas pour autant qu'il est efficace. Il faut mesurer l'impact, la puissance, elle est mesurée en microwatts par centimètre carré et en dessous d'une certaine valeur, en dessous de... Alors, quand un rayonnement, quand une source lumineuse ultraviolette est neuve, elle produit 1600 microwatts par centimètre carré, mais avec le temps, elle diminue. Et quand elle arrive à moins de 500 microwatts par centimètre carré, elle est de moins en moins efficace. Donc il faut des temps d'exposition de plus en plus longs. On évite généralement bon, c'est le petit parfum qui fait qu'à la fin, après nettoyage, on peut utiliser l'ultraviolet, mais il n'est en aucun cas destiné à remplacer le nettoyage. Il y a des prélèvements microbiologiques, donc c'est important, donc on va le voir un peu plus tard, voir les prélèvements, comment ils se font et quels sont les temps d'incubation. Les autres, on va passer rapidement dessus. Les mesures de vibration, c'est généralement le cas dans les dans les petites mesures de poids. Donc la vibration peut être un souci pour éviter qu'il y ait que la balance ne bouge. Alors, sur les compteurs de particules, il y a bien sûr plusieurs types de compteurs. D'accord, bon, on va passer rapidement sur le reste parce qu'il faut laisser le temps pour les questions-réponses. Donc, je passe en revue rapide des compteurs de particules. Il y en a de tout type, de toute taille. Enfin, il faudrait ceux qui sont manuels à 2,8 litres par minute, c'est juste pour une vérification rapide, mais ils ne sont pas destinés à qualifier une salle. Pour qualifier une salle, il faut passer au moins à 28 litres par minute, ce qui correspond au pied par minute en mesure anglaise. Les mesures de vitesse, donc les anémomètres, le ballomètre, etc. Ça, alors pour les grandes vitesses, on mesure avec des anémomètres à hélice. Pour les petites vitesses, des anémomètres à fil chaud. Les tests de fumée, la poire fumigène, c'est celle qui est utilisée pour une vérification rapide. Après, pour l'aérolique d'une salle, on peut utiliser de très fortes quantités de fumée. Souvent, on essaie de la colorer pour voir un peu l'écoulement et on la filme. Ça nous arrive de filmer une salle après fumigation pour voir comment se comporte l'aérolique de la salle. La question de la surveillance des pressions est très importante. Donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement la pression, mais ce qui se passe autour du noyau, c'est-à-dire la cascade de pression. Il faut vérifier que les pressions ne sont pas, comme on a dit avant, que les vecteurs n'aillent pas qu'ils ne se croisent pas, les vecteurs. Bon, on va passer rapidement. Alors là, je vous montre l'huile. Généralement, l'huile polyalpha-oléfine, si vous voyez dans la bouteille, la fiole du bas, c'est le polyalpha-oléfine, c'est la plus légère. Elle monte vers le haut. On contrôle ça donc
comme la montre la photo du haut, on balance en amont et en aval, on scanne le filtre pour voir ce qui passe à travers. Les contrôles microbiologiques, il y en a de deux sortes, air et surface. Donc, il faut mettre en incubation. On fait généralement un dénombrement. Et puis, si on a des doutes, on passe à l'identification. Alors, il est important aussi de faire des tests chimiques. Ça, c'est sur la photo, on montre l'utilisation du protoxyde d'azote, le N2O. Le protoxyde d'azote qui est utilisé par les manipulateurs, par les intervenants de soins, eux, ils sont exposés, enfin, il n'est pas dangereux, mais quand même, eux, ils sont exposés toute la journée. Donc là, la personne que vous voyez sur la photo qui donne le soin, elle est badgée. On voit la quantité de protoxyde d'azote pour lesquels elle est exposée toute la journée. Pardon ? Sur la pochette. Bon. J'ai une vidéo dessus, elle est plus, mais je n'ai peut-être pas le temps de la montrer. On va voir si je peux la montrer. Alors on passe à bon, après tout ça, les contrôles de contamination, on les a faits. Maintenant, il faudrait passer à la décontamination. Donc il y a des produits pour décontaminer. Il y en a généralement, il y a plusieurs types de produits à base soit de peroxyde d'hydrogène H2O2 qui se désintègre en H2O en eau et en oxygène, et O2. Donc il n'y a pas besoin de neutraliser après, comme on le faisait pour le formol. Mais il y a des conditions de diffusion du peroxyde d'hydrogène. Il faut porter à chaud, il faut humidifier la pièce avant de le diffuser, parce que les molécules elles ne sont efficaces que quand elles sont en contact. Et donc pour qu'elles soient en contact, il faut humidifier la pièce pour qu'elles viennent sur les molécules d'eau. L'autre produit qui est aussi très efficace et qu'il faut manipuler avec précaution, c'est l'acide peracétique. L'acide peracétique, il peut faire ici, c'est un produit qui se met en bombe fumigène, qui diffuse dans la pièce un brouillard qui devient très efficace après 2 heures d'utilisation, 2 heures à 2 heures et demie. On rajoute une demi-heure pour évacuer les odeurs d'acide acétique. Ça, ce sont les tests d'efficacité sur ce produit-là, sur l'acide peracétique. Si vous voulez qu'on revienne dessus après, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Donc on va essayer de faire vite. On me presse pour ne pas traîner. Les normes, donc, bon, les normes, il y a une batterie de normes. On commence par la plus ancienne et l'ancêtre des, enfin, si on peut dire ça comme ça, la Fédérale Standard 209, qui a donné lieu après à plusieurs normes par la suite, la 90-351, bien sûr, celle des blocs opératoires, la 14-644, la 12-100-469 aussi. Donc, toutes découlent, ça fait 20-30 ans que cette norme-là a été créée et elle n'arrête pas d'évoluer avec le temps. Sur la norme 14-644, je ne sais pas si on voit la formule, elle pose une formule très importante qui est que le comptage particulier est égal à 10 puissance n, n étant l'indice ISO, quand on dit ISO 5, 6, 7, 8 ou ISO de 1 à 9, c'est le n, le petit n. Donc le comptage particulier est égal à 10 puissance n, je vous explique pourquoi je vais dessus, multiplié par 0,1 sur le d, le diamètre de la particule. Donc à chaque fois qu'on a un diamètre de particule, si c'est une particule à 0,3 microns, il faut remplacer 2 par 0,3 et ainsi de suite par la taille de particule à la puissance 2,08. Ce qui fait que pour avoir le n, l'indice, n, c'est le logarithme de c du comptage particulier sur le 0,1 sur d par 2. Ce qui fait que
il est pratiquement impossible d'avoir un n en rond, en 5. On a toujours plusieurs chiffres après la virgule qu'on arrondit plus ou moins à, généralement on l'arrondit au dixième. C'est important de l'arrondir au dixième parce qu'on voit dans le temps comment ça se conduit d'une année sur l'autre si on passe un peu plus au-dessus ou en dessous. Mais pour une lecture, souvent pour une compréhension pour une bonne compréhension, on arrondit donc pour que les gens puissent comprendre dans quelle classe ils sont dans le tableau. Pour se situer sur le tableau, on arrondit donc à un chiffre rond, que ce soit 5, 6 ou 7 ou 8. Mais si vous avez des questions là-dessus, on peut revenir sur ces questions qui sont, il me semble, importantes. La norme 90-351, je pense que je vais passer tout de suite aux questions. Et si vous avez là-dessus, n'hésitez pas à me solliciter. Merci, Lotfi. Bon, c'était assez général. On est allé plus que loin que le bloc opératoire. On est allé vers toutes les zones qui nécessitent une validation de ce qu'on appelle une salle propre. Ça marche, de toute façon. Et on a le temps de quelques questions rapides, si vous souhaitez. Ce qu'on va faire, c'est que certainement la présentation sera en vidéo, donc mise sur le site, mais la CIDIM aussi récupère cette présentation. Vous connectez sur le site de la CIDIM, qui est l'organisateur, acidim, acidim.asso, comme association.fr, et on mettra la présentation en format PDF aussi sur notre site. Comme ça, vous pouvez la revisualiser si vous avez besoin. J'ai vu certains qui prennent des photos, donc vous l'aurez en live en tout cas. Très bien. Est-ce qu'on peut aller vers des questions rapides s'il y a besoin? C'est vrai, on n'a pas pu, enfin, avec le temps imparti, parce que c'est un sujet très large. Je vous invite à vous connecter sur notre site après pour récupérer l'info de toute façon, et on peut aussi recevoir des questions de votre part s'il y a besoin. Je pense que Lotfi sera intéressé de connaître vos questions et de répondre plus tard par email ou autre, en tout cas. Alors j'ai une vidéo mais que je n'arrive pas à montrer sur l'écran. Je ne sais pas si... On va profiter du temps que nos intervenants d'après ne sont pas. C'est la vidéo dans laquelle on voit la personne qui donne des soins de protoxyde d'azote. En fait, le badge, le badge, on l'avait posé sur le col. Oui, il y a du son. Question plus. Bonjour. Oui. Ce type de badge, à quel coût, quelle durée de vie, et est-ce qu'il mesure aussi, par exemple, les gaz halogénés? Alors, ce n'est pas les mêmes badges. Ce n'est pas, enfin, il peut y avoir des badges qui font tout, mais après, il faut les envoyer. Enfin, moi, je préfère les badges destinés à chaque produit. Quand on connaît la source de contamination, il vaut mieux mettre... Alors, le gaz hilarant aussi. Enfin, le gars s'est prêté au jeu parce que c'était un étudiant en médecine, en fait. Il s'est prêté au jeu pour la mesure de l'exposition de l'aide-soignant. Donc, il y a des badges, ça c'est un badge spécifique protoxyde d'azote. Il est destiné qu'à ça. Après, on l'envoie en analyse et on voit le taux d'exposition. Il ne faut pas qu'il dépasse les 20 ppm par jour. Enfin, 20 à 25. En Allemagne, c'est 20, en France, c'est 25. Mais souvent, dans ce cas précis, on avait beaucoup plus d'exposition que 20. On était à pas loin de 700 parce que les émanations n'étaient pas rejetées à l'extérieur, elles restaient dans la pièce. Justement, c'est le sens de ma question par rapport à la pollution de salle d'opération. Vous avez le proto, mais quand vous utilisez par exemple du CEVO ou du DAS, un halogéné quel qu'il soit, oui. Comment peut-on savoir quelle est la mesure, notamment sur les inductions inhalatoires chez les enfants? Comment peut-on savoir, y a-t-il un moyen de mesurer l'intoxication du soignant? Alors, ce sont des données qui sont données par l'INRIS, l'Institut national
de recherche sur le risque donc chimique. L'exposition, si elle est ciblée sur une personne ou un patient, il y a bien sûr un taux que les médecins devraient connaître en général ou les anesthésistes. Par contre, nous, on travaille plutôt sur la protection des personnes qui sont amenées à travailler là-bas tous les jours, qui sont exposées au quotidien. C'est le sens de ma Voilà, question. oui. Donc, Est-ce que l'anesthésiste ou l'infirmière anesthésiste vont choisir de mettre le gaz halogéné à un pourcentage particulier, oui, notamment pour endormir un enfant, mais l'infirmière anesthésiste qui tient le masque pendant ce temps-là, oui. comment est-ce qu'on peut savoir la pollution qu'elle fait pour elle-même et son foie? Alors, malheureusement, Internet passe très mal ici. Il y a beaucoup d'utilisation sur le produit, mais Je si peux vous vous voulez. laisser mon mail et Oui, je suis très intéressée. grand plaisir, oui. Je vous envoie ça. Il y a les fiches techniques, elles sont très, elles donnent le taux d'exposition, et généralement, bon, mais pas souvent, mais pas tout le temps, le taux est lié au seuil olfactif. Ouais. Mais il y a beaucoup de fois où on ne sent pas et on est quand même très exposé. Et le coût et la durée de vie de ce type de dispositif? La durée de vie des tubes, ils ont une bonne durée de vie, 1 an, on peut les garder en stock. Par contre, ça c'est un test qui est fait sur une journée. D'accord. Voilà. Donc c'est un agent, un dispositif, ouais. une journée. Oui. Merci. On peut le faire sur moins d'une journée, mais après il faut extrapoler pour voir que, enfin bon, il faut faire une courbe pour voir combien c'est pendant la journée. Merci beaucoup. Très bien, Je vous en prie. merci. Mais écoutez, on a dépassé largement notre temps. Merci encore une fois à l'autre fille de tout ce que tu as pu faire sur ça. Certainement, on mettra, comme on dit encore une fois, les présentations et que on est ravis de recevoir vos questions, vos remarques plus tard, s'il faut aller un peu plus loin. Vous avez les fiches qu'on a laissées sur la CIDIM, donc vous avez le site dessus, etc. Donc gardez ça sur vous, comme ça vous savez comment nous contacter. Ça présente la CIDIM, ça présente l'événement qu'on fait à la CIDIM également. Voilà, nous sommes bien on sera à votre disposition s'il faut aller prolonger cette discussion-là plus loin avec nos experts. Voilà, tout de suite. Merci. Il y avait d'autres vidéos, mais on n'a pas eu le temps de les voir. Bon, apparemment, nos amis de la prochaine séance ne sont pas là, donc on profite, nous, en tout cas. Les suivants ne sont pas là. Très bien.